Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Alors cette semaine, on va parler de la vidéo. Alors la vidéo, évidemment, ça semble incontournable quand on veut se lancer dans les cours en ligne. Seulement voilà, quand on n'en a jamais fait, eh bien, c'est pas si évident que ça. Et des questions, j'imagine que vous en avez. Avec quoi allez-vous filmer ? Vous faut-il un prompteur ? Devez-vous être debout, assis dans votre canapé ? Quel est l'outil que vous allez utiliser pour le montage ? Et vos vidéos, quelle est la durée idéale ? Bref, ça fait beaucoup de questions, mais heureusement, j'ai quelqu'un qui va vous apporter autant de réponses. Et ce quelqu'un, je l'ai rencontré il y a 2-3 ans, alors qu'il était derrière la caméra quand je faisais mon MOOC pour Open Classroom. On a retravaillé ensuite ensemble et vous allez voir, Adrien a une faculté à dédramatiser un peu toute la montagne qu'on peut se faire autour de la vidéo quand on fait des cours en ligne. Vous allez voir, ses conseils sont simples, opérationnels, concrets et vous allez pouvoir les appliquer très rapidement. Voilà, c'était le sommaire de ce nouvel épisode de Tout s'apprend et on va commencer dès à présent notre épisode consacré à la vidéo. Adrien, question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui ? Je m'appelle donc Adrien Southwell, je suis un réalisateur depuis une dizaine d'années réalisateur vidéo depuis une dizaine d'années, pardon. Je suis passé 3 ans dans une société qui s'appelle Open Classroom, qui font de la formation en ligne. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs pendant le tournage d'un de tes MOOC. Exactement, c'était très sympa d'ailleurs. C'était cool, ouais, et donc j'en suis ressorti après avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais y chercher. J'ai monté ensuite Digital Crush, qui est la société que je dirige depuis 1 an et demi, dans laquelle on se spécialise dans la production de vidéos de formation digitale, en essayant principalement de réconcilier qualité et volume, puisque en général, quand on parle de production vidéo, on doit choisir l'un ou l'autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on aimerait avancer, quoi. Voilà. Et ce constat de volume et qualité, c'est quelque chose que t'as pu observer ou c'est pour des sociétés, pour des gens qui font de la communication interne, qui font de la formation digitale, qui veulent du contenu régulier, quoi. Ça a souvent été le cas on doit produire très vite et donc ça va pas être très bon. Que ce soit esthétique ou narratif, ça a souvent été soit l'un soit l'autre, quoi. Dans le fameux triangle QCD, quoi. On essaie que ça coûte pas cher et d'en sortir beaucoup, donc la qualité baisse un peu et c'est quelque chose que je trouve dommage parce qu'aujourd'hui il y en a de plus en plus de moyens disons pas d'automatiser mais de simplifier la vie. Par exemple, on a développé il y a quelques mois un petit programme qui est basé, qui est une surcouche d'un logiciel de montage, hein, qui est pas un vrai logiciel en soi, disons, on va dire que c'est un plugin, quoi, et qui nous permet par exemple, quand on va filmer des MOOC, nous permet de automatiquement couper, enfin pas couper la vidéo, mais tu sais, si on fait plusieurs prises, il va savoir à quel moment on a refait une prise et enlever la première pour garder la dernière, quoi. Ce qui fait que quand on fait par exemple une centaine de vidéos, ça nous économise, je sais pas, 3-4 heures, un truc comme ça. Et donc c'est de ce genre de choses dont je parle, que ce soit sur le tournage ou en post-production, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de produire des heures et des heures sans pour autant que ce soit du contenu jetable, quoi, disons. D'accord, je comprends. Et la vidéo, tu es tombé dedans depuis tout petit ou c'est venu comment en fait Est-ce que tu as eu un déclencheur, un déclic, tu t'es tourné vers ça ? Alors, comment c'est venu ? Ouais, ça a été un petit peu naturel. Bon, c'est facile de le dire après coup. Mais non, moi, je suis musicien depuis que je suis gamin. Mes parents m'avaient inscrit pour faire du saxo. En arrivant, je sais pas, vers mes 13-14 ans, je jouais dans des groupes avec des copains, plusieurs. Et 16-17 ans, on voulait faire quelques petites vidéos, on voulait faire des photos. C'est là que j'ai attrapé un peu un appareil photo et ça m'a plus quitté, quoi. D'accord, ok. Donc je savais pas que tu étais saxophoniste. Tu joues encore ou pas ? je m'estime pas saxophoniste. Tu continues un peu ou pas ? Malheureusement trop peu.
C'est trop sympa pour tes voisins. Merci pour eux. Ouais. Et puis du coup après ça, j'ai été au lycée, j'avais une option cinéma où je me suis inscrit et là ça a été excellent. C'est ce que j'adore dans les vidéos, c'est que il y a tout en fait. Il y a de la musique, il y a du rythme, il y a de la narration, il y a de l'écriture, il y a de la photo. Enfin tout est mélangé quoi en fait. J'adore ça. Ouais. C'est un peu comme la formation finalement. On peut mélanger plein de formats. Et justement aujourd'hui, les cours en ligne, la vidéo, ça semble vraiment incontournable. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que tu penses qu'on peut aussi faire sans? Je crois que en fait la vidéo de manière globale c'est le format préféré d'internet en ce moment et depuis quelques années. Il y a Cisco aussi qui a annoncé l'an dernier que d'ici 3-4 ans, d'ici 2022, je crois, faudrait que je retrouve l'article, qui estimait que ce serait 80% ou 90% de tout le trafic de données mondial serait pour de la vidéo d'ici 2-3 ans. Donc que ce soit du YouTube, du Netflix ou de l'éducation. C'est plus que c'est difficile de faire autrement parce que ça s'impose un peu seul. Après, est-ce qu'il en faut systématiquement dans un cours en ligne? Là, je vais scier la branche sur laquelle je suis, mais je pense pas. Et je pense surtout qu'il faut pas se dire qu'il suffit de faire en vidéo ce qu'on ferait en classe ou en présentiel. Je dirais pas que c'est soit l'un soit l'autre. L'un et l'autre peuvent se compléter ou être miroir. Je pense juste que et comme tu le disais, on peut revenir en détail après. Il y a la manière de se présenter, la manière de filmer, etc. Mais il y a aussi un truc qu'on perd en vidéo, c'est la proximité avec les gens avec les apprenants, quoi. Et c'est l'une des choses sur lesquelles par exemple à Open Classrooms, on travaillait beaucoup sur comment rendre disons sympathiques les gens qui sont dans les vidéos, comment essayer de ensuite les faire interagir entre apprenants ou avec les enseignants, que ce soit avec des quiz, des forums, des vidéos ou des classes en direct ou des choses comme ça. Il y a plein de choses à explorer différentes. Je crois que c'est pas magique, mais ça devient incontournable. Ouais. Je vois pas en fait, même dans les cours en éducation digitale, je vois pas la vidéo comme le centre de la formation en elle-même, quoi. C'est vraiment un support à la fois au travail pédagogique qui doit être fait en amont et au travail de suivi en aval, quoi. Ça c'est pour les organismes, mais même si tu fais un MOOC à titre perso, qu'est-ce que tu vas dire dedans et pourquoi et qu'est-ce que tu apportes à tes apprenants? Je crois que c'est bien plus important pour le cours que la vidéo, qui finalement il y a des aspects techniques qui s'apprennent et ensuite des choses un peu plus pointues sur comment faire des belles vidéos, le rythme, etc. Mais c'est pas suffisant. On est d'accord. C'est pas suffisant, mais aussi d'un autre côté, comme c'est le format vidéo aujourd'hui qui s'impose dans le digital, ça a aussi une influence sur la façon dont tu vas designer ton cours aussi. Tu vois, ça va être pas simplement de mettre des choses autour pour ne pas simplement faire un cours filmé, mais c'est que ce format va aussi avoir une influence sur la façon dont tu vas construire ton cours et que tu vas l'envisager. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce support-là, qui va au-delà d'un simple support, parce qu'il va aussi avoir une influence même sur la construction du cours et toute ta réflexion que tu vas avoir après avec les apprenants, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors, sinon, revenons un petit peu sur l'outil vidéo en lui-même. Si demain je veux faire mon cours, qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Est-ce qu'il faut que j'achète un boîtier? Est-ce que mon smartphone peut suffire? Ma tablette? Est-ce que je peux faire ça aussi avec ma webcam? Quels seraient pour toi un petit peu les premiers pas pour celui qui veut débuter ou pour celui qui est un petit peu avancé? Quel serait un petit peu le setup idéal ou tout au moins les points importants à tenir compte? Alors je crois que la solution la plus simple, c'est d'appeler Digital Crush. Hein. Mais non, il paraît qu'ils sont très chers. C'est ça qui m'embête un peu parce que mais bon, non, je rigole. Non, je dis ça pour rire. En fait, effectivement, si je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants ou dans les gens qui te suivent. Et effectivement, il est très possible de faire un cours en entier en vidéo seul. Aujourd'hui, effectivement, si vous avez un smartphone que vous avez acheté dans les 4 ou 5 dernières années, en faisant un petit peu d'effort, la qualité de l'image sera suffisante, par exemple.
Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont démocratisées. Parce que les choses sur lesquelles, pour la deuxième partie de ta question, les choses sur lesquelles je dirais qu'il faut faire attention, c'est vraiment le son lui-même. Si vous avez, par exemple, vous avez un budget de 300 euros, vous avez déjà un ordinateur, vous avez déjà un iPhone ou un Android, j'ai pas de préférence, mais vous avez un smartphone qui vous filme, ça c'est pas le problème. Utilisez vos 300 euros uniquement pour acheter un micro, un bon micro. Quand on pense vidéo, on pense à l'image. Je crois que c'est normal d'y penser par défaut, mais le son est. Je crois même pas que ce soit 50-50. Je crois qu'un mauvais son détruit une image magnifique, alors qu'une mauvaise image détruira pas un son ou du contenu qui est intéressant. Ouais, c'est clair. Et d'autant que ton micro va te servir à la fois pour des sessions filmées, mais aussi pour faire des screencasts ou une voix off sur des slides, par exemple, dans ton cours. Donc, l'importance d'avoir un bon micro. Est-ce que tu as des modèles en tête ou que tu aimes bien? Tu as parlé d'un budget de 300 euros. Je t'avoue que moi, je pense le mien vaut beaucoup moins cher. Alors là, je vais pas être de bons conseils sur les modèles parce que c'est vrai que ceux que je regarde moi, ils sont là. Celui que j'utilise là maintenant pour ce podcast, il coûte 800 euros. D'accord. Mais je sais que je vais m'en servir régulièrement, etc. Je saurais pas te dire des modèles. Moi, je crois qu'il y avait le Yeti ou un truc comme ça qu'on utilisait à Open Classrooms. Ouais, le Yeti, effectivement, il vaut à peu près 100 euros. Et c'est un bon petit micro qui est souvent très recommandé par les gens qui font des cours en ligne, effectivement. Donc on a un peu de gras avec 200 euros. On vient d'économiser 200 euros. Bonne nouvelle. C'est ça. Je crois que c'est le seul modèle que j'avais en tête. Les autres seront en budget, mais moi j'en ai un qui ressemble, qui est à peu près dans les mêmes zones de prix, qui est moins volumineux que le Yeti parce qu'il est assez gros quand même. Mais il faut compter voilà un bon micro USB, une centaine d'euros, comme ça vous êtes tranquille avec le petit trépied ou alors avec un petit bras articulé. Ce que je suis en train de faire d'ailleurs actuellement là, qui est sur le bord de mon bureau, donc ce qui fait que je peux parler sans avoir peur de bouger, de toucher, de faire des bruits en tapant sur le bureau, etc. D'accord. Ça ouais, c'est le premier. Le deuxième conseil que je donnerais pour l'image, c'est essayer d'être cohérent. Vous pouvez très bien rester assis devant un ordi et vous filmer sur le côté comme ça. C'est caler juste votre téléphone avec 2 livres et franchement ça fera le job. Même en point de vue de lumière, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'en acheter quand on veut faire quelque chose seul. S'il fait soleil dehors, il suffit de se mettre de profil à une fenêtre par exemple et de pas filmer la fenêtre bien sûr, mais de se filmer en face avec la fenêtre sur notre droite ou notre gauche par exemple. Quelque chose qui vous fera une lumière qu'on se dira waouh, ils ont bossé là-dessus et c'est l'un des tricks les plus connus dans notre milieu, c'est utiliser la lumière naturelle le plus possible sans qu'elle soit dans l'image en elle-même, quoi. C'est bête, mais ça marche très bien. Et après, je crois que la dernière chose, c'est sur la prestance, quoi, sur comment on va dire les choses. Ça dépend de qui vous êtes et de quel est votre caractère, quoi. Je suis pas sûr qu'il faille se conformer à ce que font les organismes de formation dans le sens les choses très carrées, enfin pas très carrées, mais je veux dire très pro, quoi. Si vous êtes seul, vous avez le droit à faire quelques hésitations, vous avez le droit à pas être parfait dans votre diction, dans votre manière de vous tenir, etc. Je crois que c'est l'un des gros avantages de faire les cours seuls. C'est ça, quoi. C'est le côté où vous allez pouvoir avoir une proximité avec votre auditoire, vos apprenants que ne pourront pas avoir les grands organismes. Je sais pas si c'est très clair, mais et c'est vrai en fait, c'est un vrai bon conseil que tu nous donnes, Adrien, c'est que essayez de parler de façon très professorale, etc. Soyez vous-même, énervez-vous, montrez votre passion, bougez. Enfin voilà. Moi, je pense que c'est important aussi, et c'est pour ça aussi qu'on achète des cours en ligne. C'est parce que derrière, c'est pas finalement sur des compétences, sur des expertises. Il y a 50 milliards de personnes qui ont la même. Ce qui va distinguer finalement après, ce qui va faire vraiment la richesse, c'est la personne elle-même, la façon dont elle parle, la qualité de son contenu, bien sûr, mais aussi c'est sa personnalité. Moi, faut que ça transpire à l'écran. Et tu parlais des hésitations. Moi, je sais que ça m'arrive des fois d'en faire, mais c'est pas grave.
parce que ça fait partie, ça fait partie de la diction normale. On hésite. Les c'est pareil. Enfin, ça, c'est un bon conseil que tu donnes, effectivement. Voilà, plus on est naturel, mieux c'est finalement. Travail ou les journalistes ou quoi, parce que c'est des entraînements pendant des heures et des heures. Et plus se dire, attends, comment je peux faire moi pour faire retranscrire ce que je suis. Par exemple, moi, je suis de la team anti-prompteur, quoi. Alors justement, c'est une question. Tu fais bien de la poser. Est-ce qu'il en faut un ou pas? Toi, donc non. C'est un entraînement en fait. Je crois que c'est plus compliqué d'apprendre à bien passer avec un prompteur que sans. Dans le sens où un prompteur, faut gérer la vitesse, faut que les yeux restent toujours à peu près au milieu de la caméra pour pas qu'on ait l'effet des yeux vides ou des yeux vides ou des yeux qui nous regardent pas. Enfin, c'est moins. Je crois que c'est en fait moins simple que de pas en avoir. Donc que ce soit des indépendants ou même mes clients en B2B, c'est l'une des premières choses que je conseille ou que je mets en place, c'est d'enlever les prompteurs s'il y en a, ou de les former à ne pas utiliser de support. L'une des choses parce que je fais beaucoup de média training moi, dans mes prestations, c'est amener des gens dont c'est pas forcément l'habitude à justement s'exprimer correctement. Un indépendant, vous pouvez vous en passer, il faut juste essayer de si vous bégayez trop, utilisez le principe de la vidéo et coupez, en fait. C'est ça qui est très bien. Et j'avais un autre point mais qui me sort de l'esprit sur oui, c'est ça. Sur si vous avez alors il y a deux choses, il y a des gens qui ont peur de la caméra, qui ont peur de l'objectif et d'être filmés, et il y en a d'autres qui peuvent pas retenir par cœur ce qu'ils veulent dire. Dans les deux cas, il y a des solutions qui sont prouvées. Si vous vous dites mince, sans prompteur ou sans support écrit, je vais avoir du mal, je vais pas y arriver. Essayez l'une des méthodes où vous essayez de distiller dans 2 ou 3 bullet points maximum pour une vidéo par exemple une vidéo de 3-4 minutes. Vous avez en fait 2-3 mots dans laquelle vous avez distillé tout votre contenu. Je sais pas si c'est très clair, mais ces 2-3 mots, vous les apprenez au début de votre vidéo et vous allez passer par ces trois points pendant la vidéo. Et en fait, même si vous avez l'impression d'hésiter, ce que j'ai remarqué de manière assez claire, c'est que quand on connaît très bien son sujet, même si on s'inquiète d'oublier des choses ou quoi, après coup, on se rend compte, ah ouais, en fait, je voulais passer par ces 3 points, je l'ai pas fait comme je l'imaginais, mais je l'ai fait et ça fonctionne très bien. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si on a peur de se filmer, il y a un petit exercice de visualisation qui est très 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 simple. Avant de commencer à enregistrer, vous regardez, vous êtes installé, vous avez votre setup qui est prêt, vous n'avez plus qu'à appuyer sur record, regardez au fond de l'objectif ou de l'appareil photo de votre téléphone, sans détourner le regard et intensément et essayez de visualiser quelqu'un au fond de l'objectif qui vous regarde. C'est aussi con que ça, mais jusqu'à ce que vous voyez presque apparaître la silhouette de quelqu'un dans l'objectif. On va me dire, mais il nous parle de magie, il veut qu'on ait des hallucinations. Non, c'est plus pour s'auto-convaincre que, attends, c'est des gens qui vont regarder ça. Donc finalement, l'objectif, c'est ces gens-là, quoi. C'est ça l'idée. Il y a plein de petits tricks comme ça de média training que m'ont appris au fur et à mesure de ma carrière, des directeurs de casting, des coachs, des choses comme ça. Et celui-là, je crois que c'est l'un des plus essentiels et des plus simples à mettre en place. Tout le monde peut y arriver et ça peut vraiment changer la qualité de votre prestance à moindre coût, quoi. Et plus t'es le regard sur ce texte, plus si tu te trompes, du coup, tu vas être obligé de reprendre, ça va créer un mood un peu négatif. Donc effectivement, moi je suis pas pour non plus. Ça peut peut-être sécuriser des personnes, mais à l'usage, franchement, c'est vrai que ce qu'on recherche, c'est avant tout des gens qui maîtrisent leur sujet et qui savent l'exprimer de façon claire. Ton petit coup sur le regard, de regarder l'objectif, je connaissais pas, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, des fois, je m'imagine que je suis en train de parler à quelqu'un qui comprend rien au sujet, mais en mode un peu, on est autour d'un café puis on discute. Et moi, je trouve que pour moi, ça marche. Après, ça marchera peut-être pas pour d'autres, mais pour moi, ça marche parce que du coup, il y a une convivialité. Il y a, dans ma tête, j'imagine un setup qui est plutôt sympathique, quand on prend un petit café tranquille. Et le fait d'être dans une ambiance, dans ma tête, tranquille, bah, du coup,
derrière, ça, c'est plus fluide, c'est plus construit parce que c'est sur un rythme conversationnel qui est agréable en fait pour les deux en fait, je pense. Finalement, c'est le même principe, quoi. Tu t'imagines jusqu'à visualiser quelqu'un et ça te détend toi, ça détend ton discours. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc ça, c'est ouais. Il y a des règles par rapport à être assis pour toi ou être debout. Est-ce que c'est plus lié aussi à la façon dont la personne est à l'aise? Moi, je sais que j'aime bien bouger, mais j'aime bien être assis aussi. Je, très franchement, je crois aujourd'hui que si soit vous êtes un organisme de formation et vous avez vous êtes un organisme et vous avez une cohérence à garder entre vos vidéos. Et là, alors effectivement, il va falloir qu'on en discute, qu'on cherche la meilleure solution. Si vous êtes un indépendant, faites faites ce qui vous rend à l'aise. Si être debout, vous, pendant, si vous voulez faire 10 vidéos de 5 minutes, ça veut dire que vous devriez potentiellement rester debout pendant au minimum 50 minutes, quoi. Il y a des gens que ça va gonfler, qui ont pas trop l'habitude, etc. Bah, asseyez-vous, c'est pas un problème. Je crois que ça n'a plus vraiment d'importance. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas ça qui est déterminant. Ce qui rend à l'aise pour les indépendants, c'est ce qui compte. Alors, c'est pas vraiment ce qui est important. Mettez-vous à l'aise, à la fois dans votre tête, dans votre diction, dans votre posture. Si c'est bien debout, restez debout. Si vous êtes mieux assis, asseyez-vous. Voilà. De toute façon, voilà, prenez votre posture. Autre question. Bah, c'est ça. Vous pouvez pas rivaliser avec les organismes de formation. C'est pas le but, du coup. C'est pas le but du tout. C'est ça qui est voilà, il y a de la place pour tout le monde et eux ne traiteront jamais des sujets de niche que nous. En tout, autant le faire à sa façon, à sa sauce, avec son esprit, et c'est ça qui va être le plus séduisant, je pense, pour les apprenants. Autre petite question technique, toute bête. Du fait qu'on soit debout ou assis, le background derrière nous, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Est-ce qu'il faut qu'il soit assez neutre pour pas accrocher le regard des apprenants et qu'ils se détournent de ce que tu es en train de raconter? Il y a je pourrais te donner en fait des méthodes pour rendre l'image belle. Il faut en essayant par exemple de laisser un peu de distance entre vous et l'arrière-plan. Ça peut rendre l'arrière-plan un tout petit peu flou, ça peut rendre plus joli, quoi. Il y a des choses comme ça. Mais au final, je crois que pas neutre, il vous faut pas quelque chose de blanc, mais quelque chose qui vous agresse pas forcément l'œil, entre guillemets. C'est-à-dire que effectivement quelque chose de très coloré, de très détaillé. Si on vous regarde dans ce décor pendant, je sais pas, 20, 30, 40 minutes, 1 heure, ça peut devenir gênant. Donc, je crois que c'est ça, une vidéo de teaser ou quelque chose comme ça, avec des mouvements dans tous les sens et un arrière-plan que vous aurez mis en place pour qu'il soit joli, pétant et qui vous montre sous votre meilleur angle. Oui, d'accord. Dans du contenu en soi, je crois qu'être sobre, c'est bien. Donc, si tu es à ton bureau, ça peut être derrière une étagère avec quelques bouquins et plantes, un truc comme ça, quoi. On voit souvent ça, d'ailleurs. Bon, c'est pas agressif et du coup, ça évite que notre regard se détourne de trop, quoi, en fait. Puis après, toujours pareil, je reviens sur, on est indépendant. Quand on va regarder un cours d'un indépendant, on n'est plus, on s'attend à ce que ce soit entre guillemets fait maison, quoi. Donc même quelque chose de simple, sobre, c'est très bien, c'est très très bien. Tu vois, j'ai vu il y a pas longtemps justement un petit cours en ligne d'un quelqu'un qui fait du conseil commercial ou des choses comme ça. Et alors lui, typiquement, il était sur son canapé chez lui, mur gris derrière, petite étagère à droite qu'on voit à peine, et c'est tout. Et en fait, ça passait très bien parce que je sais que c'est quelqu'un qui est tout seul chez lui pour faire son cours, et ce qu'il m'a dit c'était intéressant, c'est ce que j'avais besoin d'apprendre, donc top, voilà. Mais parfois, des fois, on est un peu contraint aussi où on habite. Tu vois, des fois, on n'a pas forcément la chance d'avoir un bureau, donc du coup, on me rappelle, on avait filmé à mon bureau à Paris. Et on avait réaménagé un petit peu, quoi. On avait poussé nos 3 meubles, le fauteuil, de façon effectivement à ce que ça soit disons pas trop, qu'on se détourne pas finalement de trop de ce que j'étais en train de raconter, parce qu'il y avait plein de détails derrière. Mais effectivement, si on n'avait pas fait tout ça, c'était des architectes avec qui je partageais le bureau. Ils avaient effectivement des sculptures, des peintures. C'était assez décoré, donc du coup, on avait fait un peu place nette
pour essayer d'être, disons, le plus sobre possible. Et alors, par rapport alors donc là on a vu un petit peu le matériel, le setup, la façon de se filmer, debout, assis, la diction, prompteur ou pas. Alors après parlons peut-être un petit peu plus concrètement des formats vidéo. Euh, Quel est pour toi, vu que tu as 10 ans d'expérience et quelques années à faire des MOOC et plein de vidéos éducatives, quelle est pour toi, d'après, selon ton expérience, la durée idéale ou quelles sont les durées vers lesquelles il faudrait tendre pour pas être à la fois trop long, mais à la fois suffisamment long pour pouvoir donner finalement ce qu'on sait et son expertise aux apprenants. Mhm. Alors là, ça c'est une question qui est, alors pas qui est difficile, mais qui est intéressante dans le sens où quand on regarde les stats, par exemple de vidéos sur Facebook, sur YouTube, etc., pas forcément en formation, hein, je suis bien d'accord, mais si on regarde les stats sur ces plateformes-là, on se rend compte qu'au bout de plus d'une minute, si la vidéo dure une minute ou plus, on va perdre 20-30% des gens au bout de la première minute, des choses comme ça. Ça, si ça arrive dans un cours en ligne, c'est horrible. C'est horrible. On veut pas que les gens skip, on veut pas qu'ils se disent que ça leur apprend rien. S'ils font ça, c'est qu'on a fait une erreur, quoi. Ce dont on s'était rendu compte à Open Classrooms avec les données des utilisateurs, c'est que les dernières secondes, minutes de la vidéo, peu importe la vidéo, même si c'est quelque chose qui a pas de générique ou quoi, il y a vraiment du contenu jusqu'au bout, sont pas regardés en entier, quoi. Il y avait des phénomènes assez intéressants à ce niveau-là. Et là, je rentre trop dans le détail, donc pour revenir un peu sur la question, ce dont on s'était rendu compte à Open Classroom, c'est que autour de 4-5 minutes par vidéo, c'était bien, parce que ça dépend là où vous allez le poster, mais en fait, si vous arrivez à distiller votre contenu dans des petites briques de cette durée-là, à 4-5 minutes maximum, ça permet à quelqu'un de, quand il est dans les métros, ou quand il est dans les transports, ou quand il veut prendre une pause quelque part, ou des choses comme ça, ou même à domicile, quoi. C'est quand on veut se former en ligne, on est rarement à 100%. Sinon, on pourrait réussir à trouver une formation en présentiel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée d'une petite brique. Je dis une bêtise, si on veut apprendre la programmation à quelqu'un, la programmation informatique, quoi, faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est les fonctions de 4-5 minutes, c'est bien. Une autre vidéo sur quelle est la différence entre le langage qu'on veut apprendre et d'autres. Une autre vidéo sur comment ça marche la programmation. Enfin, je pense, 4-5 minutes, et que chaque vidéo, en fait, aborde une seule brique de votre contenu. Je crois que c'est en fait ça le maître mot. Si on est sur, je sais pas, du commercial par exemple, une vidéo de 4-5 minutes sur quelle est la différence entre un prospect et un client, c'est bien. Quelle est la différence entre prospect entrant, prospect sortant, ça peut faire une vidéo aussi. Tu vois, je pense que c'est plus ça, se dire 4-5 minutes maximum. Mais de toute façon, si ça fait qu'une minute, mais que dans cette minute, on a réussi à donner la brique qu'on voulait et elle est de valeur, c'est très bien. Oui, c'est très très bien. Donc, et puis effectivement, si on a des sujets qui demandent du temps finalement pour bien l'expliquer, scinder-les en plusieurs petites briques comme ça, plutôt que de donner une vidéo de 10 minutes, faites 3 vidéos de 3 minutes par exemple. Le but, c'est pas de... quand vous donnez des cours, ça dépend de votre approche pédagogique, mais je crois pas que le but ce soit de dire ok, vous voulez apprendre ça, voilà la réponse. C'est plus que faut pas que ce soit livré comme ça de cette manière-là, et on peut aussi essayer de challenger les gens qui apprennent sans forcément faire des vidéos très longues ou rentrer beaucoup dans le détail, tu vois. Également, est-ce que tu conseilles d'effectivement toujours au début de la vidéo une petite phrase qui rappelle le contenu de la vidéo et peut-être à la fin une phrase qui annonce la suite du cours? Toujours pareil, en le gardant dans votre caractère. Si vous avez envie de dire coucou les loulous, vous dites coucou les loulous. Enfin, c'est pas un problème. Si le fond de ce que vous donnez, vous le maîtrisez et vous le présentez bien, restez vous-même, toujours pareil. Hein, je crois que c'est plus ça. Ou à la prochaine, on se voit dans la prochaine vidéo. Pas besoin d'être trop formel. Tu vois ce que je veux dire?
Maintenant, on va voir un petit peu. Donc, on a filmé nos vidéos. Alors, déjà, peut-être pour le tournage, qu'est-ce que tu conseilles d'après ton expérience? Est-ce qu'il vaut mieux filmer un maximum d'un coup, ou alors échelonner ça sur plusieurs semaines, jours? Qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent à l'usage, toi qui en as fait beaucoup, justement? Mhm. Je suis plus partisan de effectivement en faire le plus possible. Il y a toujours, quand on commence un tournage quel qu'il soit, ça que ce soit du clip, de la pub, du court, du MOOC, peu importe, il y a toujours une période de chauffe, quoi. C'est-à-dire que vous allez commencer à tourner et au bout d'une heure, une demi-heure, une heure ou 2 heures, selon ce que vous faites et selon l'expérience que vous en avez, vous allez être à plein régime entre guillemets, quoi. Et ben essayer de rester dans ce plein régime le plus possible avant de s'arrêter, je pense que c'est le meilleur. C'est ça, que ce soit organisme de formation ou indépendant, c'est important, je pense. Oui, puis je pense aussi, comme tu dis, plus on le délaie, plus on espace le temps de tournage ou de réalisation de son cours en ligne, plus il peut y avoir des urgences qui viennent se greffer entre-temps, un client, un nouveau projet, etc. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut essayer de faire ça en parallèle aussi, mais c'est vrai que moi j'ai aussi tendance à me bloquer, par exemple, un week-end complet pour tout faire, pour tout filmer, et puis après je me prévois, je sais pas, une semaine pour faire un petit montage, par exemple, mais toujours dans l'idée que voilà, que tout ramasser en fait sur une période de temps très courte. Après, on sait jamais ce qui se passe, et puis quand c'est fait, voilà, c'est plus à faire, quoi. Puis cette notion de livret aussi qui est importante, quoi, parce que sinon ça peut traîner des semaines, des mois. Ce sera jamais en temps réel, dans le sens si vous avez réfléchi à votre contenu, que vous avez, vous vous rendez compte qu'il vous faudra faire une quinzaine de vidéos ou 10 vidéos de, allez, on a dit 5 minutes maximum, ça prendra jamais 50 minutes de tournage. Ça c'est impossible, je crois, à moins d'en avoir fait des dizaines. Il faut compter, je pense, un x2 en termes de temps au minimum pour le tournage. Donc ça veut dire que si vous avez un cours que sur le papier vous avez une dizaine, une quinzaine de vidéos que vous voulez faire, en fait en 3 heures, 4 heures, assez intense, c'est assez fatigant hein, de faire un tournage et de se concentrer pendant autant de temps, mais en 3-4 heures ça peut être tourné quoi en fait. Donc ouais, le faire en one shot, c'est ce que je recommanderais 100%. Quand on est lancé aussi, il y a une énergie, quoi. Ouais, il y a une espèce de d'élan et allez, ça y est, on est chaud, allez, on continue. Le second, c'est quoi? Allez, c'est parti. Pap, 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 pap. Et c'est vrai que plus on espace le temps, plus on se refroidit, plus c'est difficile de revenir dans. Puis aussi, quand tu parles, tu sais, tu fais ça une semaine après, t'as peut-être pas la même énergie, c'est passé des trucs entre temps, t'es peut-être soucieux, tu penses à un autre truc, à un projet. C'est pas notre métier, ça peut même changer vraiment radicalement quoi. Donc Un petit point sur le montage, parce qu'une fois qu'on a filmé tout ça, bah, va falloir bien monter toutes ces vidéos de façon à pouvoir après les héberger quelque part et vendre son cours. Quel type de solution tu conseilles pour un montage rapide, simple et disons accessible à tous? c'est vrai que les logiciels que j'utilise moi, c'est ce qu'on appellerait les logiciels professionnels, quoi, ce qui est logique. Par contre, il y en a un qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est l'un des logiciels les plus utilisés pour le travail sur la couleur notamment, dans toutes les boîtes de prod audiovisuelles en fait. Mais ils ont décidé, Blackmagic, c'est eux qui fabriquent ça, de le rendre gratuit pour tous. Il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Franchement, il y a une très légère courbe d'apprentissage. Il faut y passer 1 heure ou 2 pour vraiment trouver ses marques, mais une fois que ces 1 heure ou 2 sont faites, c'est un logiciel gratuit qui vous permet de tout faire au même endroit. Donc, de faire le montage, de rajouter vos titres que vous aurez fait, je sais pas, sur Photoshop, sur Canva, sur PowerPoint, je sais pas, de faire votre travail sur le son et ensuite d'exporter, c'est-à-dire de transformer en fichier vidéo fini les vidéos. Donc c'est con parce que c'est l'un des logiciels les plus pointus du marché, mais en fait c'est celui que je recommanderais parce que pour arriver à faire un montage simple, il n'est pas plus dur qu'un logiciel d'Adobe comme Premiere ou comme Final Cut sur Mac. Donc ouais, je crois que c'est ce que je donnerais comme conseil. Ouais. Et puis justement sur l'habillage, parce qu'on est sur le montage, l'habillage, qu'est-ce que tu conseilles? Des choses simples, enfin bon, le titre évidemment peut-être, quelques titres
peut-être d'éléments, des mots-clés qui apparaissent. Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à un habillage après ta vidéo quand elle a été filmée et en train d'être montée? Autre chose que juste un texte, ça va être compliqué. En fait, pour l'habillage graphique et l'animation graphique, c'est les choses les plus longues à apprendre et à faire. Donc, je crois juste que des titres ou effectivement, comme tu dis, des mots-clés juste pour qu'on sache où on en est, ou même des schémas que vous aurez fait à côté sur papier que vous pouvez très bien scanner et importer dans votre montage, quoi. Je pense que ça fonctionne tout autant que d'essayer de faire des animations graphiques plus détaillées quand c'est pas votre domaine, entre guillemets. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Peut-être les sous-titres, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais ça permet de rendre accessible les malentendants ou des choses comme ça à tout le monde vos contenus, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, comme tu le disais tout à l'heure, si en déplacement, etc., on met ses écouteurs et on peut quand même apprendre des choses. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un tour intéressant autour de la vidéo et les cours en ligne. Alors, pour trouver des informations sur toi, ta société, qu'est-ce qu'on fait? On cherche Adrien Soutouel ou on cherche Digital Crush. Je suis accessible facilement par ces biais-là. Et voilà. C'était la pire. Je crois que c'était la pire promo de l'année, mais ça fait le job. Je saurais pas quoi te dire d'autre en fait. Généralement, quand c'est comme ça, je dis que je mettrai les liens à la fin du podcast, comme ça, il n'y a pas de souci. Non, je rigole. Mais bon, ok, donc Adrien Soutouel sur LinkedIn ou le site internet aussi peut-être. Sur digital-crush.com. S'il y a des sociétés qui veulent faire appel à toi, c'est un vrai plaisir, c'est agréable et le temps passe très vite et le résultat est génial. Arrête, je vais rougir, Dominique. Le MOOC qu'on a fait, notre cours qu'on a fait, ça s'est fait hyper rapidement. Comme tu dis, tout ce qu'on a dit là, c'est vrai, hein. On avait pris une journée, une demi-journée pour un résultat pour lequel j'étais hyper satisfait. Donc, non, voilà. Donc, Digital Crush, les amis. Allez voir ou appelez Adrien. Merci Adrien et à bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Alors, comment vous vous sentez par rapport à la vidéo? Mieux quand même, non? Franchement, hein? Bon, si cet épisode vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous également, de façon à recevoir automatiquement les prochains épisodes. Rejoignez-nous aussi sur le groupe privé Facebook. Tout s'apprend, le groupe du podcast, où on continue, on prolonge la discussion sur les thèmes abordés dans les différents épisodes du podcast. Voilà, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Et d'ici là, écoutez des podcasts.